Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour cette deuxième heure d'émission. Je vous donne d'entrée de jeu à nouveau nos numéros pour nous joindre et vous faire entendre. 1-877-827-2346. Je pense que ça peut vous intéresser de m'appeler puis de discuter avec nos invités aussi parce que le sujet d'aujourd'hui, ça nous touche tous. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut parler aux garçons, aux gars, aux jeunes hommes, puis je dirais même aux hommes en général, parce que des fois, c'est pas juste les jeunes qui sont pas au courant de certaines notions. Une de même qui me vient, le consentement. C'est fascinant comme des situations pourtant très claires peuvent paraître pas claires pour certains hommes. Et à l'occasion, je reçois Léa Clermont-Dion. Vous la connaissez, autrice, réalisatrice, féministe, bien sûr. Elle le dit d'ailleurs. Tu te présentes dans ton plus récent ouvrage, Léa. Je me présente. Tu dis bonjour, je m'appelle Léa, je suis féministe. Mais j'aime les hommes. Oui, voilà. Faut toujours le rappeler. Pourquoi faut toujours rappeler que quand on est féministe, oui, on est féministe, mais aussi on aime les hommes. Mais c'est des commentaires que j'ai lus dans les dernières semaines. Je dirais que j'aimais pas les hommes alors que j'adore les hommes. J'ai un conjoint que j'aime beaucoup, j'ai un fils que j'adore et d'ailleurs, je dédie le livre à mes enfants. Ouais. Et c'est dans l'élan, justement, d'élever un petit garçon que je me suis dit, tiens, on va faire un livre pour les jeunes hommes. Pourquoi pas, cette fois-ci? Et ça s'intitule « Salut, ça va? » parce que c'est une conversation que... Hey, salut, ça va? Salut, ça va. C'est très casual comme discussion. C'est sans blâme, sans culpabilisation. On parle d'un sujet qui est plus délicat, mais avec, je dirais, ouverture et empathie. Oui. Et puis, visiblement, ça marque les jeunes, déjà, parce que tu es en nomination pour le prix Mammouth, cette grande soirée pour les jeunes à Télé-Québec. Quel beau cadeau. Oui, ce sont des gens, en général, qui marquent la société, qui sont choisis par les jeunes, qui font partie de Mammouth. Alors, ça veut dire que les mots que tu utilises là-dedans, moi, j'ai beaucoup aimé, je vais te le dire. Je trouve que c'est un outil fabuleux qui devrait être utilisé dans les écoles. Je sais que tu fais des conférences, mais tu peux pas être là partout, tout le temps. Non, c'est ça. Tu donnes des cours à l'université aussi. Oui, puis je vais chercher ma fille à la garderie à 4 heures. Voilà. C'est de la job, ça. Exactement. Mais t'es une mère, voilà. Mais je pense que c'est un guide qui est vraiment fabuleux parce que c'est effectivement un dialogue pour essayer de prévenir les violences sexuelles. Les violences sexuelles, t'en as fait ton cheval de bataille. Ça me touche ce que tu me dis, parce que, écoute, c'est tellement important pour moi. Les jeunes, l'avenir, ils me nourrissent. Tu sais, quand je dis dialogue, c'est que j'apprends aussi d'eux, puis ils me donnent beaucoup d'espoir parce qu'on est, je trouve, bombardés d'informations qui sont tellement négatives sur cette question-là des violences sexuelles. Ça nous touche tous. Puis avec l'affaire Pellico en France, le procès Mazan, c'était... Puis tous les cas de viol collectif, des fois, c'est difficile à recevoir ces nouvelles-là, alors que les jeunes, ce sont l'avenir et c'est dans la prévention qu'on va pouvoir changer la société. Tu sais, moi, je trouve que depuis MeToo, il y a quelque chose qui est extraordinaire qui se passe, qui est une discussion qu'on a ensemble. Mais ça, tu as fait ces conversations, ce guide-là, tu l'as fait... Je l'ai fait dans le cadre de mon travail beaucoup parce que les gens ne savent pas, mais j'ai plusieurs facettes à ma vie, dont une qui travaille dans un centre de recherche à l'Université Concordia qui se spécialise en pédagogie sociale. Donc, moi, je suis entourée de spécialistes de la pédagogie, de l'éducation, puis on se demande comment enseigner des enjeux super sensibles à des jeunes publics. Puis c'est un peu dans cette intuition-là, avec le travail que je fais au centre de recherche à Concordia, que je me suis dit, il faudrait parler de violence sexuelle parce que souvent, quand je parle aux jeunes, j'ai l'impression qu'ils comprennent pas tout le temps exactement les petites nuances. Et il y a un besoin, tu sais. Tout à fait. Je cherche dans ton livre la conversation, entre autres, où tu es dans une école. Mais madame. Oui, mais madame, ça s'appelle Mais madame, le chapitre. Exactement. Parce qu'ils te disent, ouais, mais madame, si la fille est saoule, puis qu'elle voulait, mais qu'elle veut plus. Et puis là, tu dis, bon, OK, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu peux avoir des rapports sexuels avec? Et le jeune gars te dit oui, et toi, tu dis non. Non, pas si elle est en état d'intoxication avancée, si elle n'a plus les repères, si elle ne sait plus. Puis tu sais, c'est important cet aspect-là de l'alcool parce que l'alcool, c'est un facteur qui augmente les violences. Hein? C'est quand même, c'est un facteur prépondérant. Alors, il y a ça, mais tu sais, c'est des discussions qui sont bien agréables quand même parce qu'on avance. Oui, tu es donc dans un auditorium. Là, la discussion, elle est vraiment fascinante, cette scène. Parce que là, il y a des gars qui interviennent, il y a des filles qui interviennent, puis tu dis vraiment... Oui, puis tu es confronté, mais en même temps, tu le dis... tu dis les vrais mots. En fait, tu dis certainement, là, tu parles même on ne force pas une fille à faire une fellation. Voilà.
c'est ça. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas dire les choses comme ça? Je veux dire, tu ne forces pas une fille à faire une fellation d'attitude. Il faut dire les choses parce qu'en fait aussi, en éducation, on se rend compte que les termes théoriques, on s'en fout un peu finalement. Tu sais, ce qu'il faut, c'est des mises en situation concrètes. La personne dort, elle ne peut pas donner son consentement au nom de la loi. Alors, le consentement, il n'est pas valide si la personne dort. Donc, ça peut être c'est une agression sexuelle. Alors ça, il faut le rappeler, tu sais, mettre des situations concrètes. Puis les jeunes aiment ça quand on leur parle concrètement des situations. Puis là, ils disent, ben voyons, madame. Voyons, madame. Mais madame. Et là, il y en a un qui dit, ouais, mais il y en a un qui rappelle, et puis c'est là où tu es confronté beaucoup, parce qu'il y en a un qui dit, ouais, mais madame, vous avez raté le film, vous parlez même pas de porno, ça nous fuck l'esprit sérieux. Tellement. Il y a plein de vidéos, Dieu, les filles crient, puis c'est correct. Et là, toi, tu dis, ouais, il y a un bon point. Il parlait de Je vous salue, salope, parce que dans le film, on parlait de violence en ligne, mais aussi de tout l'impact de la misogynie sur les réseaux sociaux. Et ce jeune homme-là, écoute, il m'a tellement marqué, il était extraordinaire. C'est un jeune homme qui vient d'une famille dysfonctionnelle. Il a été en centre d'accueil pendant des années. Il était brillant, il était beau, il était rayonnant. Puis il avait tellement raison de dire, voyons, t'as pas parlé de porno, qu'est-ce que t'attends? Et il disait aussi que ça... Lui-même, ça l'avait brisé dans ses propres relations intimes, qu'il était plus capable d'entrer en intimité. Puis ça prenait un courage fou. Il y a beaucoup de jeunes gars qui ce gars-là, de lever la main. Hey, ils sont 400 dans l'auditorium. Puis les gars, après, disaient oui, t'as raison là-dessus. Puis je trouvais ça le fun qu'on parle ouvertement de pornographie. Écoute, il y en a un qui dit, et puis là, je le cite, là, il dit, un gars, donc, ouais, mais il y a des putes qui montent leurs boobs juste pour être des agaces. Elles l'ont cherché à se faire agresser. Là, tu écris, le gars se fait huer par les filles derrière. Une fille qui lui dit, hey, t'es bien cave, toi, il y a personne qui cherche à se faire agresser. Toi, tu dis, OK, gang, on reste poli. C'est vrai que c'est un mythe persistant, l'idée que des victimes cherchent à se faire agresser. Un mythe, ça veut dire que c'est basé sur des préjugés. C'est vraiment une conversation que tu as avec les c'est une jeunes. conversation. Puis moi, depuis 2014, je te dirais que je vais dans les écoles secondaires avec la revanche des moches dans le temps. Et c'est toujours intéressant d'être dans une salle de classe puis de laisser les dialogues arriver puis d'encadrer. D'encadrer puis de ramener des faits des fois. Puis justement, ça permet de faire des liens, ça. Sans jugement. Sans jugement. Faut pas juger. C'est pas comme dire, hey, t'es dans un cave de dire ça. C'est, pourquoi t'arrives là? Puis mais c'est correct que la fille le dise. Ouais. Toi, tu restes non, à l'extérieur de mais ça, c'est mon mentor, je tiens à le dire, Vivek Venkatesh, qui est rendu doyen à l'Université McGill en éducation, qui m'a amené au centre de recherche à Concordia. Et lui, Vivek, il travaille beaucoup sur la question de la radicalisation, puis comment déradicaliser les jeunes. Et lui, il est vraiment dans le pluralisme, donc dans l'ouverture, dans le dialogue. Il m'a beaucoup enseigné ça, parce qu'avant de rentrer au centre de recherche, j'avais pas cette perspective aussi affinée. C'est Vivek qui m'a ouvert l'esprit, parce que lui-même a dialogué avec l'autre. Lui, son cousin a été tué dans un attentat terroriste en Inde. Et sa famille, plutôt que d'exclure l'autre, a inclus l'autre famille. Donc, il était en dialogue. Alors, tout ça pour dire que c'est vraiment une vision puis une posture d'éducation que je trouve bien intéressante puis qui nous fait avancer. Et toi, donc, avec Salut, ça va, tu veux parler aux jeunes gars, mais aux jeunes en général. Il y a bien sûr Porter plainte aussi. Oui. T'en fais mention dans Salut, ça va, mais c'est quand même un ouvrage, c'est celui-là dont je disais aux auditeurs tout à l'heure qu'il était en nomination pour le prix du gouverneur général. Oui. De la gouverneure générale. Merci. Bravo, félicitations d'abord. Puis merci de permettre aux victimes aussi d'avoir cet outil-là aussi parce que c'est difficile de porter plainte. Toi, tu l'as fait. Oui, c'était rough. Puis encore aujourd'hui, tu sais, quand on parle de violence sexuelle puis de notion de « hey, les filles courent après », encore dernièrement, bien... contre toi, malencontreusement, il y a encore eu des commentaires de la part de, entre autres, Stéphane Venn. Moi, je suis tombée en bas de ma chaise que ça vienne de lui, mais qui avait utilisé une photo qui datait où il disait, ben regardez, c'est comme si Léa Clermont-Dion, la bouche ouverte, semi-ouverte, le petit, tu sais, le cou un petit peu sur le côté, aguicheuse. Il y avait quelque chose, c'est profondément... C'est un commentaire violent, ça, d'une certaine façon. C'est déshumanisant. Parce que, tu sais, tu passes... En plus, mais c'est tellement pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Out of nowhere. Ce n'est pas nécessaire. Je veux dire, je prends un an pour écrire un livre qui s'appelle « Salut, ça va », qui est absolument pas dans l'accusation, dans le blâme, dans la culpabilisation. Et là, on ramène mon corps. C'était ça le but là, initial de la première publication qui l'a relayé. C'était pas nécessaire.
Stéphane, lis le livre. C'est ça que je demande à Stéphane Venn. Tu sais, c'est pas de regarder mon corps ou d'aller prendre une photo, d'analyser. Je veux qu'on me considère comme un sujet égal et non comme un corps sexualisé. Tu comprends? C'est un peu ça la quête même de, je pense, des femmes, des féministes, entre autres choses. Mais bref, tu sais, ça, c'était malheureux. Puis en plus... Il a démissionné depuis. Oui, ben c'est ça. Il a décidé de démissionner. Je pense qu'il y avait c'est un contexte un peu polarisant, tout ça. Puis c'est vraiment dommage. C'est juste les commentaires après qui sont un petit peu bizarres à recevoir, de faire dire que, encore, je suis une féministe toxique. C'est que le terme, pourquoi toxique? T'sais, pourquoi ça, c'est toxique? Je veux dire, qui se sent menacé là, j'essaie de voir la caméra, par ce livre-là. Je veux dire, on a regardez le petit bonhomme, comment il est cute et sympathique. Ouais. Bref, tu sais, je veux pas retomber dans cette histoire-là qui était finalement un événement un peu malheureux, mais ça démontre à quel ça point donne quand un on mauvais exemple publiquement pour les jeunes femmes. Ouais. Parce que prendre la parole publiquement, est-ce que ça veut dire qu'il faut se cacher? Est-ce que ça veut dire qu'il faut cacher notre corps, qu'il faut pas être trop sexy? Faudrait-tu que je voile tout mon corps? C'est tout ça le message qu'on envoie? Parce que là, une fille ne peut pas être brillante et sexy. C'est ça qu'on envoie comme message en 2024. Est-ce qu'on est dans les années 50 en ce moment? Parce que je comprends pas, là. Ce rapport-là. Il y a un retour à certaines choses. Tu viens de faire un documentaire qui va passer lundi prochain à 21h à Télé-Québec sur l'avortement, sur toute la bataille de l'avortement qui est devenue aujourd'hui un sujet de débat. Aux États-Unis, on a ramené ça dans les États. Donc, chaque État peut décider de criminaliser à nouveau l'avortement. Il y en a qui ont sauté sur l'occasion pour le faire. Puis même au Canada, on a des députés conservateurs qui se gênent pas pour dire que s'ils n'en tenaient qu'à eux, ça serait ça, même si leur chef semble bien ouvert, il évite un peu le genre de questions. Alors, on n'est jamais loin de ça. Et c'est ça qui est pénible. C'est spécial, hein, qu'on en soit là en 2024 quand même. On se serait pas attendu à ça, toi et moi, aujourd'hui. Et non? Oui, tout à fait. Les gens répondent, les gens nous écrivent. Oui, exactement. Il y a Joanne qui me dit, ce livre est écrit pour les gars, mais à partir de quel âge, Léa, conseille-t-elle la lecture de son livre? Je dirais pour les jeunes gars, 14 ans. De 14 à 20 ans, je dirais. Ça dépend du niveau d'ouverture ou de capacité de lecture, mais je pense que ça se lit bien. Puis j'aimerais aussi faire un petit commentaire par rapport au livre. Ça se lit de façon détachée, donc on peut lire un chapitre, en lire un autre. Et également, il y a des solutions pour les jeunes, pour être des alliés. Comment est-ce qu'on réagit quand quelqu'un nous fait un dévoilement d'agression sexuelle? Comment est-ce qu'on peut réagir? Qu'est-ce qu'on fait, nous, si on est victime, comme gars ou comme fille? Parce qu'il y a des victimes, là, garçons. Une personne sur 10, un gars sur 10 va être victime. Donc, je donne des exemples. Par exemple, Kyle Beach, le joueur des Blackhawks de Chicago, qui a eu le courage de dénoncer son coach, qui l'a agressé lors de la finale de la Coupe Stanley. Oui. Écoute, ça, c'était quelque chose, là. De dénoncer ça. C'est énorme. Énorme. Ouais. Et il a vécu une mise sous silence de la part des autorités de son équipe. Mais écoute, il y a encore une histoire ce matin. Ça se passe en Ontario. La police provinciale de l'Ontario vient de reconnaître qu'il y a un policier qui n'a pas suivi la politique de l'organisation parce qu'il y a ça c'est la version officielle. En fait, l'histoire, là, c'est qu'il y a une jeune femme qui est allée dénoncer qu'elle avait été victime d'un viol collectif. 8 ex-joueurs de hockey junior qui l'auraient agressée. Elle était consentante avec un des gars dont c'était le chum, mais après, ça a été la file. Et visiblement, les jeunes joueurs de hockey... C'est pas juste un, c'est souvent plusieurs. C'est quoi l'équipe? Écoute, je vais te trouver. Ils disent pas l'équipe dans le... C'est dégueulasse. Je veux dire, ça, c'est dégueulasse. Puis moi, je me suis beaucoup interrogée à cette question du viol collectif. Et cette question m'est venue beaucoup quand j'ai lu tout le scandale de Hockey Canada, mais aussi quand j'ai revu... Avec un grand A de Jeannette Bertrand, quand j'ai fait le film sur Jeannette, elle faisait un épisode sur le viol collectif. Elle se posait la même question qu'on se pose aujourd'hui. Pourquoi? Et elle a fait une table ronde avec des victimes pour parler à l'époque de viol collectif. Et c'était finalement les mêmes questionnements qui nous reviennent. On n'a pas de réponse, mais je pense qu'il y a un effet de meute. Quand on est dans un contexte justement festif où on a le pouvoir de célébrer, le pouvoir d'avoir une attention particulière, c'est là que la notion de consentement, elle dérape. Comment ça se fait que 12 gars en file se rendent là puis pensent que le consentement est valide et éclairé? Sont-ils conscients des conséquences dévastatrices sur la vie
des victimes. Tu connais ce sondage de l'Université de Montréal, si je ne me trompe pas, il y a quelques années, il y a une couple d'années, là, où on avait demandé aux jeunes garçons, aux gars qui étaient étudiants, si vous aviez la possibilité de violer une fille, mais que vous aviez aucune représailles contre vous, est-ce que vous le feriez, oui ou non? Il y en a plus de 30%, plus d'un sur trois disait, vous êtes sûr, là, j'aurais pas de problème après? OK, go for it. C'est là que, écoute, la fantasmagorie... Hey, moi, je pense qu'on n'a pas de respect pour le corps des femmes. Ben là, ça, c'est je voulais terrible. à tout prix, dans notre conversation, Léa, mettre un gars là-dedans. Donc, Michaël Bergeron est avec nous. Bonjour, Michaël. Michaël, tu es là? Bonjour, Michaël. Oui, alors Bonjour, après, bon, là, ça a été un long préambule avec Léa, mais on avait Excuse-moi, beaucoup de choses à Michaël. se dire. Michaël, à ce moment-ci de la discussion, j'aimerais avoir ta vision de la chose. Comment on parle aux gars, Michaël, avec tout ce qu'on vient d'aborder avec Léa, les violences sexuelles, la notion de consentement pas clair, la porno qui influence beaucoup les gars d'aujourd'hui, les jeunes, les vieux aussi, les plus vieux aussi. Comment on parle à des gars pour leur dire, regarde, une fille, c'est pas un objet. Une fille, c'est ton égal, tu dois la traiter comme telle, tu la violes pas avec 8 autres personnes. Oui, ce qui devrait être une notion de base. Hein? Oui, quand même, finalement. Mais ça semble toujours la grande question, comment on parle aux gars. Puis bon, moi, je suis aussi bénévole dans un organisme en diversité corporelle. Ouais. Puis je sais que l'organisme aussi a de la misère à rejoindre les gars. Et pourtant, les gars, on en vit aussi des complexes corporels. Il ne suffit de parler, entre autres, de la perte des cheveux. C'est un des complexes très fréquents chez les hommes. Et pourtant, on a de la misère à en parler. C'est encore tabou. Donc, comment rejoindre les gars? Je pense que c'est effectivement, ça semble un défi. Mais j'ai beaucoup aimé, effectivement, ce que Léa a amené, le fait de amener des exemples concrets. Je pense que c'est une excellente façon. De manière générale, je pense, là, en fait, pour parler de ce type d'enjeu-là. Donc oui, amener des exemples concrets. Puis de parler simplement, d'y aller directement aussi, nommer les choses. Moi, dans mon livre sur la masculinité toxique, j'ai essayé de faire comme si je parlais à quelqu'un dans un bar ou dans un casse-croûte. Donc, vraiment parler comme si comme si on était simplement autour d'une bière ou d'un hot dog, là, peu importe, mais tu sais, comme je parle de tous les jours, puis créons un dialogue, puis discutons des enjeux comme on s'en parlerait n'importe quand dans la vie. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant, petit aparté, de vous mettre ensemble aujourd'hui dans cette discussion, parce que tous les deux, vous essayez de nourrir un dialogue positif. Eh ben c'est ça qu'il faut. En fait, il faut créer ce dialogue-là positif. Puis je pense une façon d'ouvrir ce dialogue-là, et là c'est moi en tant que gars, j'en fais moi-même, j'ouvre. Donc je veux dire, je partage mes propres doutes, mes propres réflexions, mes cheminements, parce que moi aussi, comme je pense n'importe qui dans la vie, on évolue, on comprend des choses en vieillissant, et j'espère qu'on s'améliore, puis qu'on va vers le mieux. Donc moi-même, je partage mes propres cheminements, questionnements, doutes, les erreurs que j'ai faites dans ma vie aussi. Puis je pense que c'est une façon d'après amener les autres à s'ouvrir aussi. Parce qu'on montre, tu vois, moi, j'ai cet état qui peut être considéré vulnérable ou qui peut être considéré comme justement d'avoir appris ou de m'être, entre guillemets, réparé, peu importe le terme qu'on peut utiliser. Mais voilà, moi aussi, je suis dans cette démarche, donc embarque dans la démarche toi aussi. Là. Je trouve que t'as raison, Michaël. En plus, il y a quelque chose de très intéressant quand quelqu'un s'ouvre, parce qu'on n'est pas des robots, tu sais, on n'est pas des gens neutres, on a tous notre bagage. Puis le fait que Michaël s'ouvre comme ça dans sa vulnérabilité, que moi, je m'ouvre aussi au début dans ma vulnérabilité. Je veux dire, je suis pas un robot, j'ai vécu des choses dans ma vie qui m'amènent à écrire « Salut, ça va ». Je trouve que c'est là qu'on est écouté plus par ces jeunes-là, qui se disent « OK, c'est pas un examen à suivre, là, c'est comment s'épanouir autrement ». Exactement. Parce que porter plainte, c'est bien sûr, on est passé rapidement sur l'histoire, Léa, je pense que les gens savent. Tu as été toi-même victime d'agression sexuelle, et c'est ça qui a aussi nourri beaucoup toute ta réflexion par rapport à ça. Tu voulais pas être qu'une victime, ce que beaucoup de victimes disent d'ailleurs, qu'elles veulent transcender ce statut de victime, puis sachant qu'il n'y a pas de victime parfaite en plus, que là, c'est comme un lose-lose. Aujourd'hui, sincèrement, le mot victime, on dirait que ça me convient plus pour me décrire. J'ai hésité à le dire, mais en même temps... C'est correct, mais une femme sur trois va être victime d'agression sexuelle. Un homme sur 10, je le répète. Alors, ça nous concerne tous. Il y a beaucoup de victimes. Souvent, quand je rentre dans une salle de conférence, je suis comme, qui a vécu une agression sexuelle? Une femme sur 3 puis un homme sur 10. Complètement. Beaucoup de gens un homme sur 10. Et ce que j'aime dans Michaël aussi, dans ce que tu fais, Michaël, c'est que tu te dis,
Tu dis les féministes font toute la job, comme Léa, là, elles se tapent tout le boulot, puis nous, les gars, on fait pas assez notre part. Et tu dis aux gars aussi, tu les interpelles, tu leur dis « Hey, vous êtes pas tannés, les gars, de tout ce bordel? » C'est ça que tu dis, Michael. Oui, et surtout, je pense que peut-être ce mythe ou cette incompréhension que les gars ont subi aussi, tu sais, lorsque je parle de masculinité toxique, lorsque je donne des conférences sur ce sujet, je le dis, oui, évidemment, tu sais, les femmes le subissent parce qu'on parle de violence conjugale, on parle des agressions, puis bon, il y a une bonne liste, malheureusement, de violences et des conséquences, mais les hommes aussi, on vit dans cet étau-là, puis je pense que plusieurs hommes ne réussissent pas à s'épanouir, à trouver leur place dans la société parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce type de masculinité qui est mis de l'avant par une partie de la société, ou qui reste encore, là, parce qu'il y a une forme de tradition qui persiste dans le temps. Puis je pense que ça écrase aussi, ça tient en étau beaucoup d'hommes. Et voilà, moi, il y a des trucs que je suis un peu tanné. Par exemple, je suis tanné de cette idée que les hommes penseraient toujours qu'au sexe, puis qu'à la moindre allusion, on perdrait le concorde. Je suis comme, ben voyons donc. Ça, c'est pas vrai, moi, ça, je suis Michael, tanné non? Ben, voyons donc. Moi, je peux pas croire que les hommes acceptent d'être traités comme des imbéciles comme ça, là. À un moment donné, réveillons-nous, puis levons-nous, puis montrons-le que non, on n'est pas aussi cave que ça, tu sais. Ouais. Et une chose que moi, j'aime dans mes... Oui, vas-y. Ben, en fait, j'allais simplement dire, moi, souvent, je commence mes conférences en présentant des statistiques, puis en disant, oui, OK, peut-être que tous les hommes ne sont pas des batteurs de femmes ou tous les hommes ne sont peut-être pas des agresseurs, peut-être, mais clairement, il y a un problème parce que lorsqu'on regarde qui finit par être coupable d'agression sexuelle, de violence conjugale, de meurtre, ben, c'est tout le temps à 80, 85, 95% des hommes. Donc, quelque part, c'est pas normal que ce soit, que cette violence-là soit commise presque juste que par des hommes, parce qu'il y a un problème et il faut en parler. Ça me fait du bien de t'entendre, Michael, pour vrai. Un beau cadeau de t'entendre ce matin. Et j'ai Eric qui dit, comment un homme peut-il avoir du plaisir à voir souffrir sa partenaire? Et il dit, c'est impensable. Les gars de la LNH, ça me préoccupe comme parent, ou de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Il y a eu des histoires aussi. Là, tout à l'heure, je vous parlais d'une histoire aussi en Ontario. Donc, le hockey est encore... Puis tu as un chapitre, t'en parles pas mal. Sur le hockey, ben oui, parce que j'ai eu la chance de collaborer avec la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Pour que tu ailles donner des ateliers et tout. Là. Il y a vraiment un effort. Dans des secteurs traditionnellement masculins, Ben je trouve que c'est utile d'y aller. C'est utile d'amener de la diversité de points de vue, peut-être confrontant parfois, mais pour moi, j'ai l'impression de faire mais quelque les gars chose sont réceptifs. Oui, ils sont réceptifs à partir du moment où tu ouvres le dialogue, comme disait Michael, puis que tu ouvres carte sur table qui tu es et que tu veux rentrer pour vrai en discussion. C'est fabuleux ce qu'on peut faire à travers une discussion. Là, parce que Michael a raison, je pense qu'on le dit pas assez. Mais la plupart des gars sont des bons gars. C'est vrai que la plupart des gars sont pas des agresseurs. Andrew Tate, c'est une minorité. C'est juste une minorité. Monsieur masculinité toxique sur les réseaux sociaux. Très audible, qui a beaucoup d'attention et qui n'a pas peur d'user de son agressivité pour faire taire les autres. Mais Michael, justement, on parle d'Andrew Tate. Léa le mentionne. Comment on peut expliquer la montée de ce discours-là? Toi qui s'occupe beaucoup de masculinité toxique, qui essaie de combattre ça. Est-ce que tu as trouvé pourquoi le discours du macho revient? Pourquoi il y a encore, dans le documentaire de Léa, là, qu'on va pouvoir voir la semaine prochaine à Télé-Québec, qui s'intitule La peur au ventre, on voit, ça commence avec des jeunes aux États-Unis, mais je veux dire, il y en a ici aussi. Il y en a ici aussi, donc, bien c'est sûr. des jeunes qui militent contre l'avortement. Il y a bien sûr, il y a la religion là-dedans, mais il y a aussi cette conviction profonde que le gars, il a raison, la fille a tort. J'aimerais prétendre que j'ai trouvé la grande raison, là, pourquoi. Je pense que c'est malheureusement multifactoriel. On le voit, par exemple, dans tout ce qui est des combats civiques. Pour les droits à l'égalité, il y a malheureusement souvent des mouvements de ressac. Je pense qu'il y a en ce moment, depuis quelques années, entre autres, ce ressac-là. Aussi, toutes les discussions justement sur la masculinité. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui cherchent en fait leur place. Et ben, ce que offre Andrew Tate est malheureusement des réponses rapides. C'est clairement pas les bonnes réponses, là. Ça, ce que je pense qu'on s'entend là-dessus. Mais c'est des réponses qui sont faciles. C'est une espèce de junk food de la pensée. Donc, c'est comme, ben peut-être que voilà, ça a l'air peut-être intéressant ou c'est plus facile ce que donne Andrew Tate que de réfléchir justement à toutes les notions qu'on parle depuis le début. C'est comme si c'était des réponses clés en main. Donc voilà, entraîne-toi, sois fort, puis ta vie va être belle.
Si c'était aussi simple la vie, hein, mais malheureusement non. Mais je on pense vit un que voilà, backlash. Mais c'est assez Ouais. intéressant, cette culture aussi du corps physique parfait chez ces coachs-là, ces influenceurs antiféministes. Et il y a quelque chose vraiment d'intéressant, parce que Marjorie Taylor Greene, qui est représentante donc républicaine, qui est vraiment anti-droits humains, anti-avortement, etc., elle était à la base coach là, de sport. Puis elle répond aussi, ça c'est une femme, mais elle répond à ces principes-là également. Donc, il y a quelque chose aussi dans la culture physique, l'obsession du corps qui revient beaucoup dans ces idéologies. On pourra en parler longuement. Oui, Michael, en terminant, oui. Oui, bien en fait, le cas masculin, qu'on regarde les tendances des 10 dernières années, entre autres avec la vague des films de super-héros, effectivement, il y a vraiment eu une explosion sur le corps masculin, de devoir être fort, musclé, etc. Puis même, c'est ce qui était à l'époque considéré comme du culturisme. Maintenant, on l'intègre comme si c'était ça, d'avoir un corps normal, ce qui n'est pas le cas. Donc, malheureusement, ça aussi, ça y participe. Et puis, les gars, ils passent beaucoup de temps au gym là, à se forger ce corps qui est considéré parfait. Là. C'est bien de s'entraîner, c'est bien d'être en santé. Oui, Adonis, Jérémy Battaglia qui a fait un film là-dessus. Moi, mon fils a 5 ans. Là, mon fils a 5 ans. Il me dit, maman, je veux être fort, je veux avoir des pectoraux. Tu sais, il écoute beaucoup des super-héros, etc., comme disait Michael. Et je le vois déjà là, forger l'espèce d'idéal là, de beauté puis de force. C'est très spécial de le voir. Écoute, je cherche les mots, là. 5 ans, c'est jeune. Alors, je suis comme, c'est pas juste la force, c'est autre chose, etc., tu sais. Mais déjà, il y a une pression. C'est incroyable. Et Michael Bergeron, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu nous rappelles le titre de ton ouvrage, qu'on puisse aller se le procurer? Oui, c'est Cocorico. Voilà. Un autre titre comme accrocheur sympathique. Exactement. Cocorico, les coqs dans basse-cour. Écoutez, s'il vous plaît. C'est un peu ça le message, hein, Miguel? Effectivement, c'est une allusion au coq dans la cour. Voilà. Mais aussi à se réveiller. Oui, tout à fait. Bon. C'est comme un... Tu sais, quand tu dis tout est dans le titre. Tout est dans le titre. Voilà. C'est comme Salut, ça va de Léa Clermont-Dion, mon invitée. Porter plainte également. Et puis, il y a ce documentaire, puis on va se laisser là-dessus. Léa, je recommande. Je l'ai vu. C'est une... Écoute, il faudrait que tu reviennes nous parler de ce dossier-là parce que moi, je suis ça, la bataille de l'avortement, depuis que je suis une jeune journaliste à l'époque à Radio-Canada. Est-ce que tu étais là moi, j'ai été à Toronto. Oui, tout à fait. Chantal Daigle. Complètement. J'ai été à Toronto à l'époque où Morgan Taylor avait ses cliniques où il recevait des menaces de mort tous les jours. J'ai reçu moi-même, parce que dans mes reportages très objectifs, on semblait déceler quand même un parti pris en faveur de l'avortement. Moi, en faveur du libre choix, je pense qu'il faut le dire. Étant donné qu'il y a personne qui veut se faire avorter à tout prix, là, je pense que je veux juste rassurer tout le monde ici. Mais j'ai reçu des fœtus dans des boîtes de chaussures. Donc, ça, c'est fou. Ça, c'est incroyable. Puis tu racontes, puis je trouve que tu résumes vraiment bien le film. C'est la bataille de l'avortement qui continue et qui est documentée. Et on pense que ça se passe aux États-Unis, mais ça se passe chez nous, au Canada. Tout à fait. Et au Québec. Et au Québec, certainement. Alors, on se laisse sur la bande-annonce de ce documentaire que vous allez pouvoir voir à Télé-Québec. C'est lundi. À 20h. 20h. À 20h. Et ça sera présenté à Cinémania en compétition officielle le 15 novembre si les gens veulent venir voir la version longue du film. Ça s'intitule La peur au ventre de mon invité Léa Clermont-Dion. Merci beaucoup, Léa. Merci. L'avortement n'est pas un droit constitutionnel. C'est un recul de 50 ans pour le droit à l'avortement des Américaines. It's a sad day for the court and for the country. L'invalidation de Roe v. Wade aux États-Unis a fait reculer le droit des femmes. Je me demande si ce mouvement anti-avortement pourrait grandir chez nous aussi. Nos droits sont-ils menacés? La manif a commencé. Les organisateurs parlent Au retour de la pause, Mesmer est avec nous.